Bien, alors aujourd'hui je vais parler du vieux problème de la vie au-delà du système solaire et de sa détection. Et nous aurons le séminaire par Philippe Delorme à la frontière entre planètes Zennenbrunn, les planètes flottantes. Je ne sais pas s'il est bien arrivé de Grenoble. Et je vais continuer à parler de mieux voir les étoiles, leurs planètes, la présence de vie, ça va être le sujet particulièrement aujourd'hui, peut-être d'intelligence, mais aussi les galaxies et l'univers lointain. Bien, alors les exoplanètes, comme vous savez, c'est un domaine qui s'emballe actuellement. On parle beaucoup de progrès en cosmologie, mais aussi en exoplanètes. C'est un domaine où il y a beaucoup de résultats récents. Et comme vous savez, quand les gens se rendent compte que leurs vieux rêves qui paraissaient impossibles brusquement deviennent réalisables, eh bien, ça libère énormément d'énergie, d'idées et d'efforts. Comme disait Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Bon, alors actuellement, il existe une encyclopédie qui est gérée par le collègue Jean Schneider à Meudon, où vous avez toute la liste des découvertes d'exoplanètes, et il en est actuellement à 861. Voilà l'adresse. Classées par les méthodes de détection, qui sont principalement la vitesse radiale de l'étoile. Vous mesurez avec un spectrographe, vous enregistrez le spectre d'une étoile toutes les semaines ou tous les mois ou tous les ans, et vous voyez de très légers décalages des spectres causés par l'effet Doppler et qui trahissent le mouvement de l'étoile. Et vous apercevez que quelquefois, l'étoile, en quelques jours ou quelques mois ou quelques années, fait des va-et-vient. Elle s'éloigne et se rapproche de vous. Bon, et la méthode est extrêmement sensible, et ces va-et-vient sont dus au fait qu'il y a une planète qui tourne autour de l'étoile et qu'elle tire en quelque sorte sur l'étoile par la gravité, qui est un peu comme une ficelle invisible, une espèce de fronde. Vous savez que si vous attachez une fronde à votre main avec une ficelle, avec une pierre, et vous la faites tourner, et bien ça tire sur la main. Il faut que la main tourne aussi un petit peu. Si la main est plus légère que la pierre, elle tourne moins, le cercle est plus petit que celui de la pierre. C'est exactement ce qui se passe pour une planète, plus légère que son étoile. L'étoile n'est pas tout à fait immobile, elle décrit un petit cercle. En réalité, c'est le centre de gravité du système étoile-planète qui est fixe selon les lois de la mécanique. Donc ça oblige en quelque sorte la planète à tourner. Bien, c'est ça que détecte le spectrographe par l'effet Doppler, et c'est très sensible. C'est ainsi qu'a été découverte en 1995 la première exoplanète par Mayor et Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence, qui avait une période de quelques jours. C'était donc une planète extrêmement rapide qui tournait en quelques jours autour de son étoile, ce qui a surpris beaucoup de gens. Et en fait, il y avait une première détection longtemps avant par des collègues canadiens, mais la précision était très limite. Ce n'était pas certain que l'étoile bouge vraiment, mais en fait, ça a été confirmé. Bon, donc historiquement, c'était la première méthode qui a permis de découvrir 390 systèmes, dont certains comportent plusieurs planètes autour de leur étoile. Bon, et puis vous avez la méthode dite des transits, où vous surveillez la luminosité d'une étoile patiemment, et puis de temps en temps, vous apercevez que sa luminosité diminue légèrement pendant quelques heures, et c'est dû au fait qu'il y a la planète qui passe devant. Bon, alors ça a permis de détecter 238 systèmes,
Et puis vous avez l'effet de micro-lentilles gravitationnelles dont j'ai parlé récemment, et par déviation de la lumière sous l'effet de la masse d'une planète, qui a permis de détecter 16 systèmes. Alors l'inconvénient de cette méthode-là est qu'on détecte une planète, mais on n'a aucune chance de jamais la revoir. Ça dure quelques heures, et ça n'a aucune chance de se reproduire avant des siècles. Donc c'est très frustrant. Mais enfin, ça a quand même permis de détecter 16 systèmes. Et puis vous avez l'imagerie, c'est-à-dire vous prenez un puissant télescope comme le télescope Hubble, ou certains des télescopes au sol qui sont maintenant encore plus puissants depuis qu'ils ont de l'optique adaptative qui corrige la turbulence de l'atmosphère, plus puissants parce qu'ils sont plus grands, jusqu'à 10 mètres au lieu de 2,40 mètres pour le diamètre du télescope Hubble. Et quelquefois, dans de bonnes conditions, quand la planète est brillante et que l'étoile est peu brillante, vous arrivez à voir un petit point brillant près de l'étoile qui est l'image de la planète. Alors ça marche que dans les cas un peu exceptionnels. Par exemple, une Terre qui serait près d'un Soleil, selon une disposition analogue à celle du système solaire, sera extrêmement difficile à voir parce qu'elle est 10 milliards de fois moins brillante. Elle apparaîtrait 10 milliards de fois moins brillante que le Soleil, donc on serait complètement ébloui par la luminosité du Soleil et on aurait énormément de mal à voir la planète. Bon, et puis il y a encore une autre méthode qui est la chronométrie, qui a permis de découvrir 5 planètes près de pulsars. Vous savez, un pulsar, c'est une espèce de gyrophare qui tourne 30 fois par seconde pour le pulsar du crabe, avec la régularité d'une horloge. On pense que c'est une étoile extrêmement concentrée, une étoile à neutrons dont le diamètre serait seulement une vingtaine de kilomètres, qui tourne comme une toupie et qui a un côté plus brillant que l'autre, de sorte que vous voyez la source clignoter 30 fois par seconde, comme un gyrophare. Et si vous chronométrez très précisément ce clignotement, vous apercevez qu'il y a des irrégularités, il y a de lentes variations, par moments ça va un peu plus vite, par moments un peu plus lentement. Et c'est dû au fait qu'il y a une planète qui tourne autour et qui déplace légèrement le pulsar et produit une variation apparente de la période par un effet qui est un peu analogue à l'effet Doppler dont je parlais tout à l'heure. Bon, et puis il me manque encore une méthode qui n'a pas encore donné beaucoup de résultats, qui est la méthode complémentaire de celle-là, où on essaye de voir le déplacement latéral d'une étoile par rapport aux étoiles voisines sur le fond du ciel. Et si cette étoile a une planète, eh bien, on verra que l'étoile décrit un petit cercle comme ça sur le fond du ciel. Mais c'est moins sensible que la méthode spectroscopique qui, elle, voit l'autre composante du mouvement, voit le mouvement vers l'observateur avec une très grande précision. Et ça peut demander une longue patience. Quelquefois, il faut un siècle pour que la planète décrive une orbite. Et donc, c'est très lent. Bien, alors... Alors, ça fait très longtemps que les anciens se demandent s'il existe d'autres mondes. Vous savez que les Grecs ont pas mal discuté de la question il y a 2300 ans, et même avant, puisque déjà il y a 2500 ans, Anaxagoras évoquait, semble-t-il, le premier texte qu'on ait retrouvé, la première trace qu'on ait retrouvée, évoquant l'idée de la panspermie, c'est-à-dire le fait que des graines de vie puissent circuler d'un monde à l'autre dans l'espace pour apporter la vie, exactement comme sur Terre, quand il y a un coup de vent qui emmène des graines vers une île, où les plantes se mettent à pousser. Bon, donc l'idée, en gros, vous avez la Terre ici, vous avez quelques météorites comme celle qui est tombée en Russie, qui portent des microbes bien cachés à l'intérieur, dans les anfractuosités, à l'abri des coups de soleil, et du vide et du froid. Et puis, une fois arrivés sur Terre, ces microbes se répandent, et s'ils trouvent les conditions favorables, eh bien, ils sèment la vie
les formes primitives de vie sur Terre. Alors, primitives, à quel point, on ne sait pas trop. Il semble que des bêtes qui soient beaucoup plus grosses que des microbes, ces petits arthropodes, ce ne sont pas des insectes, mais enfin c'est un peu le même groupe, qui sont minuscules, font 1 mm de long, sont incroyablement résistants. On en a emmené, ils résistent au gel, au zéro absolu, ils résistent à des températures de plus de 100 degrés, ils résistent au vide parfait. On en a emmené dans l'espace en orbite sur la station spatiale. On les a exposés à l'extérieur où ce n'est pas très confortable, là où les astronautes ne vont pas. Et ils ont survécu pendant des semaines en plein vide. Bon, donc certains se disent pourquoi est-ce que des petites bestioles comme ça ne pourraient pas faire partie du voyage interstellaire. Bon, c'est moins probable que des bactéries, mais ce n'est pas complètement exclu. Bon, et puis alors on a aussi parlé de panspermie dirigée au lieu de panspermie naturelle. Bon, il y avait dans les années 1930, il a été réédité d'ailleurs un roman de fiction qui parlait d'une affreuse histoire où la Terre est condamnée où l'humanité est condamnée à disparaître à cause d'une éruption du Soleil, une supernova, quelque chose comme ça. Heureusement, les humains envoient avec des fusées des graines de nouvelle humanité, je ne sais pas comment il faut traduire ça, en dehors du système solaire, vers d'autres planètes lointaines supposées être capables de redémarrer une civilisation. Bon, alors il y a des propositions sérieuses qui ont été faites récemment pour semer de la vie terrestre sur des exoplanètes lointaines. Évidemment, la grande difficulté, c'est que le voyage interstellaire, c'est extrêmement long. Si vous allez à la vitesse de la lumière, il faut au minimum quelques années pour faire le trajet. Et c'est difficile d'aller à la vitesse de la lumière, et surtout de freiner à l'arrivée. Accélérer, on a de vagues idées sur la façon de le faire. J'avais moi-même proposé un système de laser et de voile solaire pour le faire, mais le freinage à l'arrivée n'est pas facile. D'autres ont supposé que la vie sur Terre avait pu être semée, mais non pas par hasard, mais délibérément par de lointains extraterrestres qui auraient organisé le voyage, si on peut dire. Mais évidemment, on n'en sait rien et on ne le saura peut-être jamais, enfin, du moins pas dans le proche avenir. Et évidemment, ça ne fait que repousser, ça ne fait que déplacer le problème de la première apparition de la vie. Si la première apparition de la vie ne s'est pas faite sur Terre et qu'elle s'est faite ailleurs, ben, il y a quand même les mêmes questions qui se posent pour savoir comment est-ce que la vie a réussi à se former, quelque part. Alors, voyons ça de plus près. Alors déjà, dans le système solaire, vous savez qu'il y a des gros efforts depuis combien 30 ans pour essayer de voir déjà s'il y a de la vie sur Mars. Toutes sortes d'engins, robots ont été envoyés pour répondre à la question. Et on n'a toujours pas de réponse. Bon, il n'y a pratiquement pas d'oxygène sur Mars, mais il y en a sous forme combinée au fer. La couleur rouge de Mars est due à de l'oxyde de fer, de la rouille en quelque sorte, Fe2O3. Et donc, il existe de l'oxygène combiné à cette rouille qui pourrait attester d'une présence ancienne d'oxygène qui aurait disparu actuellement. Bon. Alors évidemment, il suffit de très peu d'oxyde de fer. L'oxyde de fer est un colorant très puissant. Vous savez que les Michel-Ange et les peintres qui faisaient des fresques à la Renaissance utilisaient l'oxyde de fer comme première pour faire leur brouillon sur les fresques. Il suffit de très peu pour, et c'est pas cher, il suffit de très peu pour colorer. Vous savez aussi que les Vikings, sur leur navire Drakkar,
avaient des voiles en laine qui étaient teintés de rouge à l'oxyde de fer comme protection contre les ultraviolets. C'est grâce à ça qu'ils ont pu aller en Islande sans que leur voile se déchire. Et en Islande et au Labrador après. Bon. Donc il suffit de très peu d'oxyde de fer pour colorer Mars en rouge. Une mince couche superficielle. On trouve et on analyse au microscope électronique les particules superficielles et on voit des microcristaux d'oxyde de fer. Bon, mais est-ce une preuve de vie photosynthétique ancienne? C'est pas une preuve évidente. C'est pas une preuve évidente. Il y a d'autres mécanismes possibles qui peuvent produire de l'oxygène. Bon, parlons d'abord de l'abondance des exoplanètes dans notre galaxie. Bon, on croyait il y a 30 ans qu'il y en avait très peu. Il y avait de grandes discussions à l'époque sur la probabilité de trouver d'autres exoplanètes, de trouver de la vie sur ces exoplanètes. Il y avait la fameuse équation de Drake qui chiffrait un petit peu tout ça. Et puis, finalement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et apparemment, il y en a plus que d'étoiles. Même sans parler des étoiles, il y en a 100 milliards dans la galaxie. Même sans parler des planètes perdues. Les planètes perdues, c'est-à-dire celles qui se sont évadées de leur étoile et qui errent tristement dans le froid glacial interstellaire. Et qui, elles aussi, semblent être, aux dernières nouvelles, semblent être à peu près aussi nombreuses que les étoiles. Bon, donc la galaxie, voilà une vue d'artiste, c'est une spirale barrée. Le Soleil serait à peu près ici. Et la plupart des planètes qui ont été détectées ces dernières années sont tout près du Soleil, dans moins de 300 années-lumière, c'est-à-dire à peu près une centaine de parsecs. Et ce sont surtout des grosses qu'on a vues jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus faciles à voir. Mais il semble qu'il y ait au moins autant de petites, dont des planètes peut-être analogues à la Terre. Mais on a beaucoup plus de mal à les voir. Mais on finira sans doute par les découvrir. Bon, alors vous en avez de différentes dimensions et différentes compositions. Voilà des planètes de une masse terrestre. Voilà une analogue de la Terre. Et d'autres un peu plus grosses. 5 masses terrestres un peu plus grosses. Vous en avez apparemment qui sont en fer pur. On arrive souvent à mesurer la masse, et donc la densité si on connaît le diamètre. D'autres qui sont en silicate, d'autres qui seraient en carbone, d'autres en eau pure. Mais ça, on ne sait pas trop, c'est des choses hypothétiques pour l'instant. D'autres gazeuses en monoxyde de carbone, ça pourrait être très favorable à la vie terrestre. Et d'autres en hydrogène pur, pratiquement comme Jupiter. Comme Jupiter contient aussi de l'oxygène. Alors, un satellite, alors vous savez que la France, le CNES, avait construit un petit satellite, un petit télescope destiné à mesurer la lumière des étoiles systématiquement pour essayer de détecter les oscillations stellaires. Certaines étoiles ont des effets sismiques, elles se gonflent et se dégonflent, des résonances sismiques. Donc c'était pour la sismographie stellaire. Et puis nos collègues qui étaient intéressés aux exoplanètes ont dit au CNES, mais au fait, pourquoi pas en profiter pour voir s'il n'y aurait pas des occultations par des planètes. Ce qui a été fait, et ça a marché. Ça a marché, ça a même peut-être été le principal résultat de ce satellite. Donc ce petit satellite qui s'appelait COROT avait permis de détecter un certain nombre de planètes en observant des étoiles et en voyant qu'il y avait un faible assombrissement qui durait quelques heures. Alors, il traçait une courbe de lumière, comme ça vous avez la lumière, et puis d'un coup, hop, ça baissait quand la planète arrivait devant l'étoile et traversait, et puis ça remontait quand elle passait de l'autre côté.
Bon, et puis c'était reproductible à intervalles réguliers, quelques jours ou quelques semaines, etc. Donc ça a permis un certain nombre de découvertes. Et du coup, ça a excité la NASA, qui s'est mise à faire un satellite spécialement fait pour ça, un peu plus luxueux, et qui, lui, a découvert énormément de planètes par la même méthode, notamment une centaine détectées de cette façon. Alors, pour les planètes qui sont très grosses et très proches de leur étoile, par exemple ce qu'on appelle des Jupiters chauds, c'est les premières planètes qui ont été découvertes avaient une période de quelques jours, parce qu'elles tournaient très près de leur étoile et elles étaient très, très grosses. Donc, c'était relativement facile à détecter. Bon, eh bien, ces Jupiters chauds, la probabilité pour qu'ils passent devant leur étoile est forte. Et évidemment, ils peuvent avoir une orbite comme ça, par exemple, auquel cas ils ne vont pas passer devant leur étoile. Bon, ça peut arriver, mais ce n'est pas très fréquent. Bon. Par contre, des planètes lointaines comme une Terre, par exemple, une Terre qui est à 100 fois le diamètre de l'étoile, eh bien, la probabilité pour qu'elle passe devant l'étoile est beaucoup plus faible. Il suffit que l'orbite soit un petit peu inclinée, on ne verra pas, la planète va faire comme ça, on ne verra pas passer devant l'étoile. Bon, donc ces cas-là sont beaucoup plus rares. Mais ils sont très intéressants parce que c'est sur ce genre de planète, quand elles passent devant une étoile, qu'on peut espérer détecter des signes de vie par spectroscopie. Alors pour l'instant, ces observations avec le satellite Kepler, on ne voit pas d'image comme ça. Le satellite est trop petit, le télescope est trop petit, il ne résout pas l'étoile. On voit juste un point brillant et on voit juste que de temps en temps, il s'obscurcit un petit peu, c'est tout. Donc on ne voit pas ça. Bon. Mais ça va peut-être bientôt devenir résolvable, c'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir voir le détail, quelque chose qui ressemble à ça, filmer quelque chose qui ressemble à ça, avec les nouveaux instruments, par exemple l'hypertélescope Hubble dont je parlais, de première génération, dont je parlais récemment. Et on pourra utiliser l'effet de réfraction au bord de la planète pour avoir une meilleure sensibilité. Je vais en redire quelques mots, j'en ai déjà parlé. Bon, en gros, l'idée, c'est que vous avez l'étoile, vous avez la planète qui passe devant régulièrement, à intervalles réguliers. Bon, et il y a un petit peu de lumière rasante de l'étoile. La planète n'est pas lumineuse par elle-même, vous savez que c'est l'inconvénient des planètes. Mais il y a un petit peu de lumière de l'étoile rasante qui passe juste au bord de la planète, qui traverse sa haute atmosphère et qui vient vers nous. Bon, mais elle n'est pas très facile à voir parce qu'elle se mélange avec la lumière très brillante de l'étoile qui est derrière. On n'a donc pas un très bon contraste. Mais au moment où la planète arrive juste au bord et qu'elle dépasse un petit peu le bord, vous avez un effet de réfraction, un effet de prisme de l'atmosphère. L'atmosphère se comporte comme l'atmosphère de la planète se comporte comme un prisme qui dévie un petit peu la lumière et envoie vers nous un rayon très brillant. Bon, qui ne dure pas très longtemps, mais qu'on peut voir beaucoup mieux parce qu'il est sur fond noir, au lieu d'être sur le fond brillant de l'étoile, et donc on peut prendre des spectres et avoir beaucoup plus d'informations. Bon, puis si vous attendez encore plus, votre planète, elle va venir par ici, et alors là, elle va devenir extrêmement faible, parce qu'il n'y a pas de lumière directe de l'étoile, il y a juste la partie éclairée, la face éclairée par l'étoile de la planète, qui renvoie un petit peu de lumière vers nous, mais si la planète est loin de son étoile, c'est extrêmement faible. Et c'est très difficile à voir. Il faut un instrument qu'on appelle un coronographe, par exemple, qui aide à se débarrasser de la lumière parasite venant de l'étoile pour mieux voir ce genre de choses. Alors, j'avais montré ces belles images obtenues par André Rondy à l'occasion d'un passage de Vénus devant le Soleil. Alors, ce que je disais s'illustre par ce dessin. Voilà une étoile
voilà, bon, en l'occurrence c'était le Soleil par exemple, voilà une planète, en l'occurrence c'était Vénus, qui vient de passer devant le Soleil, et quand elle arrive juste au bord, vu de l'observateur qui est très loin par là, eh bien, vous avez ce rayon réfracté, la lumière qui vient du bord du Soleil, ici le rayon arrive ici, se réfracte par l'atmosphère qui se comporte comme un prisme, qui fait une déviation de 1,5 degré à peu près. Ce qu'on voit quand le Soleil se couche sur Terre sur un horizon sans nuages, on voit que le Soleil reste visible quelques minutes après son coucher réel à cause de cette réfraction. Bien, et à ce moment-là, l'observateur ici reçoit de la lumière très brillante venant du bord de l'étoile et qui en plus a été filtrée spectralement par l'atmosphère de la planète. C'est-à-dire si l'atmosphère de la planète absorbe certaines longueurs d'onde, eh bien, vous voyez, le rayon change de couleur. Ici, il était jaune, là, il devient orange, parce qu'il manque certaines longueurs d'onde. Et en mettant un spectrographe sur le télescope, on peut voir quels sont les gaz qui sont responsables de cette absorption et donc identifier certains gaz de l'atmosphère de la planète. Alors, en photographiant, là, dans cette expérience-là, il avait simplement photographié. Voilà différentes étapes de l'émergence de Vénus du bord du Soleil. Alors là, il avait masqué le Soleil en plus avec un système de coronographe pour ne pas être gêné par la luminosité importante venant du disque du Soleil. Et on voit la planète qui progressivement dépasse tout doucement du bord. Et on voit apparaître cet arc brillant ici, qui est très brillant et qui pourrait fournir cette information spectrographique si on avait mis un spectrographe. Alors, le même genre d'effet pourra peut-être devenir observable sur des exoplanètes avec leur étoile, plutôt que sur Vénus, ce qui permettrait d'avoir des observations spectroscopiques sur la planète. Alors, on a déjà pu, dans quelques rares cas, notamment par notre collègue l'IAP, là, voir quand une planète géante passe devant son étoile, on a pu voir de l'absorption, détecter de l'absorption par l'atmosphère étendue de la planète, l'absorption du sodium. Le sodium est un absorbant extrêmement efficace. Donc, on a, dans le cas stellaire, aussi bien que pour Vénus, on a une meilleure sensibilité à la limite du transit, à l'émergence du transit, ou au moment où la planète rentre dans le transit, c'est équivalent. Mais c'est un cas relativement rare pour des exotères, parce que l'exotère étant très loin de son étoile, à 100 diamètres typiquement, eh bien, la probabilité pour qu'elle passe juste devant le disque de l'étoile est relativement faible. Bon, mais il y a au moins un cas qui convient, qui est celui de Kepler 22b, dont je vais dire deux mots, et qui plus tard pourra peut-être servir justement à rechercher avoir des informations fines sur l'atmosphère. Alors, on parle depuis peu d'années des premières détections d'exotères en zone habitable. Qu'est-ce que c'est que la zone habitable? C'est la zone où il fait ni trop chaud ni trop froid pour la vie. Si on est trop près de l'étoile, on crève de chaud, et si on est trop loin, on crève de froid. Alors évidemment, ces quelques planètes qui commencent à être détectées en zone habitable sont les premières candidates pour essayer d'y rechercher de la vie. Bon, on ne sait pas encore s'il existe des formes de vie extrêmes résistantes à de hautes températures ou à des froids glaciaux. On sait que ça existe sur Terre, en fait. On découvre depuis quelques années qu'il existe sur Terre des organismes dits extrémophiles qui se complaisent
dans des endroits incroyables où on crève de chaud ou bien de froid. Vous savez qu'apparemment il existe des bactéries qui vivent dans l'écorce terrestre à des kilomètres de profondeur, dans des fissures où il y a de l'eau bouillante. C'est pas confortable. Il y en a d'autres qui vivent dans les neiges polaires, etc. Bon. Alors, cette planète Kepler 22b, qui est une super Terre, elle est un peu plus grosse qu'une Terre, mais est à peu près à la même distance de son étoile, dans la zone habitable, et en plus elle transite. Bon, voilà une vue d'artiste. On n'en est pas encore à faire des photos réelles aussi bonnes que ça. Et voilà à quoi ressemble le système. Vous avez cet anneau qui représente la zone habitable et Kepler 22b. Kepler 22 c'est l'étoile, Kepler 22b c'est la planète, Kepler 22b est plutôt vers l'intérieur de la zone habitable, donc il doit faire un peu chaud. Bon, en comparaison, vous avez le système solaire ici, avec les orbites des planètes, Mercure où on crève de chaud, Vénus couverte de nuages où il fait très chaud aussi, la Terre où c'est juste bien. Vous me direz que c'est parce qu'on est fait pour habiter sur la Terre, et peut-être que si on était fait pour habiter sur Vénus, on y serait très bien. Et puis Mars où il fait plutôt froid. Bon, donc un grand thème de recherche ces dernières années a été la recherche de biosignatures. Quels sont les signaux, qui pourraient être considérés comme des preuves, comme des signatures de vie sur des planètes? Bon, alors tout le problème, c'est attention aux fausses signatures. On a trouvé, il y a des signaux candidats, mais on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment solides. Bon. Alors, par exemple, comme preuve indirecte de vie et de vie photosynthétique, il y a les spectres qu'on commence à prendre et où on peut rechercher de l'oxygène et de l'ozone. Bon, que certains ont pu considérer comme des preuves de vie. Bon, on peut aussi chercher la présence d'oxyde de fer, selon qu'il est rouge ou qu'il est noir ou vert, ça indique du fer plus ou moins oxydé, lequel peut être considéré comme une indication de présence d'oxygène. Bon, et puis alors l'idéal, ce serait d'arriver à identifier des molécules photosynthétiques analogues au chlorophylle terrestre, qui, elles, seraient une présence beaucoup plus robuste, un signal beaucoup plus robuste de présence de vie. Bon, alors il y a quelques années, avec Alain Léger, nous avions essayé de discuter un peu la question, savoir si est-ce que la présence d'oxygène est une biosignature fiable. Bon, la conclusion, la discussion est très compliquée, c'est une vraie cuisine, ces histoires d'oxygène, d'oxyde de fer, etc. On avait conclu que oui, c'est probablement fiable, mais c'est pas sûr, c'est pas si sûr que ça. Bon, alors on dit souvent que l'oxygène de l'atmosphère terrestre a été produit par la vie, qu'avant la vie, il n'y avait pas d'oxygène, il y avait de l'eau et il y avait du gaz carbonique, et que c'est la vie qui, dans un premier stade, n'utilisait pas le soleil, ne faisait pas de photosynthèse, utilisait l'énergie chimique disponible sous forme de sulfure, etc., comme c'est le cas actuellement pour les organismes qui vivent au fond des océans, près des fontaines chaudes hydrothermales. Et puis qu'ensuite, un jour, les bactéries ont trouvé le moyen, enfin des micro-organismes ont trouvé le moyen d'avoir des panneaux solaires, si on peut dire, d'exploiter l'énergie solaire et de proliférer avec ça. L'énergie solaire est beaucoup plus abondante que l'énergie chimique. Et ce serait à ce moment-là que la vie aurait fabriqué l'oxygène
Bon, alors on dit souvent que les roches volcaniques sont noires quand elles sortent du volcan et qu'elles sont refroidies, et puis qu'elles deviennent rouges quelques milliers d'années après sous l'effet de l'oxygène de l'air qui oxyde le fer qu'elles contiennent en rouille, en Fe2O3, hématite, ce qui change la couleur. Alors certains ont pensé utiliser ce signal pour voir s'il y a d'oxygène et donc peut-être de la vie fabricatrice d'oxygène sur d'autres planètes. Mais c'est complexe comme problème. C'est complexe comme problème. On pourrait imaginer, lorsqu'on arrivera à obtenir des images de cette qualité sur des planètes lointaines, on pourrait imaginer rechercher s'il y a des taches rouges dans des déserts qui indiqueraient la présence d'oxygène, mais il n'est pas sûr que ce soit une signature très, très robuste de vie. Bien, sur Terre, donc, la vie chimiosynthétique semble avoir précédé la photosynthèse. Ceci dit, pour faire de la synthèse biochimique, pour faire les molécules de base de la vie telle qu'on la connaît, il faut du carbone et de l'hydrogène pour faire des hydrocarbures, notamment. On est composé en grande partie d'hydrocarbures. Bon, alors le carbone, on peut le prendre dans le gaz carbonique, s'il y en a. C'est ce que font les plantes. Et l'hydrogène, on peut le prendre dans l'eau, s'il y en a, ou éventuellement dans l'anhydride sulfurique, dans l'hydrogène sulfuré. Et il faut aussi de l'énergie. Il faut aussi de l'énergie pour alimenter les réactions chimiques qui vont fabriquer les hydrocarbures CH2N fois, des molécules biochimiques. Alors, maintenant, les nouveaux instruments dont j'ai parlé vont peut-être permettre de mieux voir et de chercher d'autres signatures de vie plus réalistes. Bon, par exemple, lorsque vous avez une exoplanète en transit devant son étoile, on peut essayer de voir ce qui a été vu sur Vénus, c'est-à-dire l'arc réfractif, et faire des spectres, des meilleurs spectres, donnant une bonne précision sur la composition de l'atmosphère. Bon, et puis l'étape suivante, c'est de faire beaucoup plus grand dans l'espace, avec des flottilles de 100 km, par exemple, comportant une quantité de petits miroirs qui se comportent comme un télescope géant dilué, un hypertélescope. Et ces systèmes donneront en principe en 30 minutes, ça c'est une simulation, supposant 30 minutes de pause sur une Terre située à 10 années-lumière, avec une météo-ouverture de 100 km et une centaine de télescopes de 3 mètres. Bon, mais ça peut être des télescopes plus petits et plus nombreux. Bon, alors, et on voit qu'on commence à bien distinguer les détails de l'exoterre. On voit l'Amazonie, on voit qu'il y a du vert dans l'Amazonie. On voit qu'il y a du jaune dans le désert, ici. Et on voit qu'il y a du bleu dans l'océan, et on voit des formations nuageuses. Bon, alors ça, c'est évidemment énormément d'informations qui peut être exploitées pour essayer de voir s'il y a de la vie. Et notamment sous forme s'il y a des analogues de chlorophylle, et notamment de voir si ça change de couleur en été et en hiver. Si la planète a son axe de rotation un peu incliné sur son orbite, comme c'est le cas pour la Terre, à ce moment-là, vous avez des saisons, et aux latitudes moyennes ou polaires, vous avez un été et un hiver bien marqués, et il n'y a plus beaucoup de soleil en hiver, donc les plantes peuvent avoir tendance à changer de couleur, à jaunir ou à perdre leurs feuilles. Et ça pourrait être détectable rien que sur ce genre de photos, et au moyen d'un spectrographe. Alors, bon, ça c'est la première version que nous avions proposée, où vous aviez des miroirs pilotés par des petites
fusées ou des petites voiles solaires. Nous avions proposé ça à la NASA et à l'ESA, mais les agences spatiales ne sont pas encore prêtes à aborder cette étape, quoique l'agence spatiale suédoise et le CNES français ont fait un essai. On fait un essai en orbite en prenant 2 petits satellites très, très petits, très standards, très simples et pas chers, et en essayant de les piloter avec toute la précision dont on aurait besoin pour piloter ce genre de système. Ils ont piloté avec des microfusées dans l'espace et ça a très bien marché. Ils ont utilisé une espèce de système de GPS pour connaître la position des deux engins. Et donc, ils se sont déclarés très, très encouragés par cet essai en direction de ce genre de projet. Mais il y a encore du chemin à faire. Bon, et puis alors, pour essayer de faire plus facile, j'avais ensuite proposé une version dont j'ai parlé où on utilise des miroirs plus petits. Voilà à peu près la dimension des miroirs. Qui sont piégés par des rayons de laser. Vous avez un puissant laser ici, de l'optique, j'en ai déjà parlé, de ondes laser divergentes ici et ici, qui fabriquent des interférences, une espèce de feuilletage de lumière courbé qui est ici, un millefeuille de lumière. Et si vous mettez ces petits miroirs dans le millefeuille de lumière, eh bien, ils sont piégés dans les feuilles par la pression de radiation, et ça définit leur position de façon extrêmement précise, au dixième de longueur d'onde près, et c'est exactement ce qu'il nous faut. Bon, alors si ça marche, bon, il y a des essais en laboratoire qui sont entamés, si ça marche, ça pourrait être une façon plus économique et plus rapide. On pourrait avoir un miroir de 100 km qui tiendrait une fois, tous les petits morceaux, une fois mis en boîte, tiendraient dans une caisse grosse comme ça. Ça coûterait pas cher de l'envoyer. Ensuite, une fois arrivé en orbite au bon endroit, ça se déploierait automatiquement sous l'effet des rayons de laser. On aura un éventail de rayons de laser qui s'écartent comme ça et qui emmènerait avec lui tous les petits miroirs. Mais il faudrait que ce soit de préférence situé au point de Lagrange L2 de Soleil-Terre, dans l'ombre du Soleil, la pénombre du Soleil, qui est un endroit où la gravité est très homogène et ce qui nécessiterait moins de puissance laser pour stabiliser le système. Alors, ces 2 versions de l'hypertélescope que nous appelons EXO-Earth Imager pourraient donc voir ce genre de choses, voir aussi s'il y a des émissions artificielles venant de la planète observée, par exemple un rayon de laser qui soit nous viserait intentionnellement en supposant que les créatures intelligentes là-haut soient suffisamment éduquées pour savoir que ça nous intéresserait, soit nous viserait par accident en essayant par exemple des rayons de laser échappés d'un hypertélescope piégé par laser. Si nous tombions dessus, ce serait assez brillant. Si nous tombions dessus, ce serait détectable, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Bon, enfin, nous ne sommes pas encore là. Dans un premier stade, on peut déjà essayer d'observer s'il y a de la photosynthèse sur la planète, essayer de voir les formations nuageuses et le climat et leur mouvement, les calottes polaires, comme celles qu'on a détectées sur Mars, les océans, voir s'il y a du plancton saisonnier. Alors, vous trouvez sur Internet des photos superbes, une quantité de photos superbes qui ont été faites de l'espace, de la Terre, où on voit ce genre de choses. Bon, ce genre de choses, c'est une floraison c'est une marée verte, floraison de microalgues vertes à cause de leur chlorophylle, qui se détectent très bien. Et c'est un phénomène qui peut avoir une grande échelle, qui est saisonnier et qui évidemment peut être un bon signal de vie, et qui pourrait à terme devenir détectable ici ou ici sur l'océan.
Bon, et puis de la verdure, bien sûr, vous pouvez espérer en voir sur les continents aussi. Et comme je le disais, avoir une végétation saisonnière qui change de couleur au printemps et à l'automne, notamment dans les parties non tropicales ou équatoriales. Bon, et puis les émissions laser, dirigées ou non dirigées. Vous savez, les militaires ont de puissants radars pour détecter les fusées ennemies. Alors, ils distinguent deux sortes de fusées, d'objets, ceux qui sont coopératifs et ceux qui sont non coopératifs. Alors, les objets coopératifs, c'est ceux qui font exprès d'être bien visibles au radar pour qu'on voit où ils sont. C'est le cas des avions de ligne. Et puis, les objets non coopératifs, c'est les fusées qui essaient d'être invisibles. Alors, en regardant cette prolifération d'algues, là, je me suis rappelé qu'ici, il y a des problèmes de prolifération d'algues les étés, et que ce serait dû aux usines à cochons, qui est une des industries de cette région, dont le lisier fertilise les algues. Vous savez même qu'il y a un malheureux cheval qui se promenait sur la plage, qui pataugeait dans les algues pourrissantes, et qui est tombé raide mort en 3 minutes après avoir respiré le H2S qui en sortait. Vous savez que le H2S est un poison terrible qui est bien connu dans l'industrie parce qu'on le sent à très faible dose. Il est mortel rapidement à très faible dose. Malheureusement, au bout d'1 minute, on ne le sent plus. Il est encore là, mais on ne le sent plus. C'est à ce moment-là qu'on meurt. Donc si vous sentez l'odeur de H2S, ne restez pas sur place. Bon, alors il y a un malheureux cheval qui est mort en pataugeant, là, et puis il y a un malheureux conducteur de camion qui avait été chargé de transporter, de nettoyer la plage en transportant les algues sur une décharge, et qui est mort aussi en conduisant son camion, semble-t-il, à cause du H2S qui se dégageait. Bon, enfin bref. Est-ce que ce sont les usines à cochons qui alimentent tout ce grand truc de microalgues? Probablement non. Promettons, mais enfin, si on arrive à voir ce genre de choses sur une lointaine exoplanète, est-ce que ça pourrait être un moyen de détecter les usines à cochons, les exocochons qui pourraient y exister? On peut se poser la question. Bon, j'ai déjà dit quelques mots du travail des radioastronomes qui essaient d'écouter des signaux radio depuis 30 ans sans succès pour l'instant, et qui font appel au public pour réduire leurs données. Chacun d'entre vous peut contribuer à cet effort. Je vous invite à regarder leur site web si ça vous intéresse. Et le même groupe du SETI Institute fait aussi une recherche de signaux optiques avec des détecteurs de lumière sur des petits télescopes pour voir s'il y a de puissants lasers qui s'allument. Bien, et puis oui, alors ça j'en ai déjà parlé. Bon, alors la vie, mais la vie, comme vous savez, est menacée. Il y a une ville russe, il y a quelques semaines, qui a souffert après avoir reçu des fragments de météorites qui seraient un bloc de rocher de 17 mètres de diamètre. Et il s'est passé bien pire dans le passé. Ça, c'est une vue d'artiste de la météorite qui est peut-être la cause de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Alors, vous savez qu'il y avait une grande polémique pour savoir si cette disparition était due à cette météorite géante dont on a retrouvé des traces dans le golfe du Mexique, ou bien était due au volcanisme qui s'est déclenché à la même époque. Alors, aux dernières nouvelles, ce serait la météorite qui aurait déclenché le volcanisme, en faisant une onde sismique très violente qui serait propagée jusqu'à l'autre bout de la Terre, aux antipodes, qui aurait été focalisée par l'espèce de lentille pour ondes sismiques qui se trouve au centre de la Terre, qui aurait été focalisée à l'autre bout et qui aurait déclenché du volcanisme à l'autre bout. Et c'est ça qui aurait fait à l'époque les énormes éruptions du Décan en Inde.
lesquels continuent, mais maintenant le point chaud s'est déplacé sous la croûte terrestre à La Réunion. Et ce serait cette météorite qui sera en quelque sorte l'origine du volcanisme de La Réunion. Alors, il y a une description détaillée de ce scénario dans cet article. Donc, il faut se dépêcher de détecter la vie sur des exoplanètes avant de recevoir une météorite sur le coin de la figure. Et l'arrivée de nouveaux instruments pourrait beaucoup aider à détecter directement ces formes de vie, peut-être de vie intelligente, mais pour l'instant on n'en sait rien. Certaines estimations disent qu'il devrait y avoir des dizaines de milliers de civilisations intelligentes dans la galaxie, parmi les 100 milliards d'étoiles, mais on n'a aucun moyen de le savoir pour l'instant. Dans un premier temps, les hypertélescopes terrestres devraient déjà permettre de gagner beaucoup pour la spectroscopie des planètes en transit. Et bien sûr, dans l'espace, on gagnera encore beaucoup plus pour former des images résolues où on commencera à avoir du détail. Je vous remercie.